On commence par des petits rappels. Le sophage, il se coupe en trois. On a 3% au niveau du sophage. Vous avez la portion cervicale, la thoracique et l'abdominale. La portion cervicale vient directement après le pharynx. Vous voyez ici le pharynx. Elle est en avant. En avant, vous avez la trachée et en arrière, la colonne vertébrale. Et de part et d'autre, vous avez les glandes thyroïdiennes et les vaisseaux, notamment la carotide et jugulaire. Pour l'œsophage thoracique, vous l'avez, il chemine le long du thorax. On est en train de le voir, il chemine le long du thorax et il va se terminer en traversant le diaphragme. Et vous avez l'œsophage abdominal, c'est la petite portion qui va aller au-delà du diaphragme et qui s'abouche au niveau de l'estomac. Alors, sur le plan histologique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en réalité 5 tuniques. La première, c'est une muqueuse qui est un épithélium malpigien kératinisant avec sous cet épithélium un chorion. Et après ça, vous avez une musculaire muqueuse qui n'est rien d'autre que des faisceaux de cellules musculaires. Une sous-muqueuse qui est un tissu conjonctif avec des glandes séromuqueuses. Une musculeuse qui est assez épaisse, c'est une tunique avec double assise cellulaire. Et un adventice qui est un tissu conjonctif, les vaisseaux pour nourrir. Hein. C'est un petit rappel. Alors, il faut savoir qu'entre l'estomac et l'œsophage, vous avez cette jonction-là qui est faite d'un épithélium malpigien d'un part et d'un épithélium gastrique. On a l'estomac ou c'est l'œsophage. C'est la jonction, c'est celle qui va me poser le plus de problèmes parce que c'est là où il risque d'y avoir des cancers. On va commencer par l'endobrachiosophage. Même à la jonction, on peut avoir ce qu'on appelle l'endobrachiosophage. C'est une lésion précancéreuse. Elle est appelée également œsophage de Barrett et elle se définit par la présence dans le bas œsophage d'une muqueuse de type glandulaire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'estomac, la muqueuse de l'estomac, elle va remonter, elle va aller dans l'œsophage. Donc, il y a un changement de cette muqueuse et donc, on a par glissement, par un simple glissement, la muqueuse de l'estomac dans l'œsophage, dans la partie inférieure de l'œsophage. Le problème, c'est qu'il y a un gros risque de transformation. Il n'y a pas censé avoir une muqueuse de type glandulaire à l'estomac, l'œsophage. Donc, il y a des risques d'adénocarcinome qui sont très importants. À côté de cela, il s'agit d'un diagnostic conjoint endoscopique et histologique. Endoscopique et histologique, on ne peut pas faire le diagnostic, d'endobrachiosophage. Le diagnostic ne peut pas être fait uniquement sur un élément, mais sur les aspects endoscopiques et bien sûr sur les biopsies, donc sur l'histologie. C'est une lésion qui est acquise, c'est pas c'est par les pressions, par le surpoids, par plein par les reflux à répétition, donc ils sont secondaires aux reflux chroniques. Donc, l'endobrachiosophage est une lésion précancéreuse. On le dit et on le redit et on le redit. C'est très important. Le risque, imaginez-vous, il est multiplié par 40 le risque de faire un adénocarcinome. Cependant, le risque de dégénérescence est faible lorsque, bien sûr, il n'y a pas de dysplasie. Parce que sur l'endobrachiosophage, il va y avoir des lésions de dysplasie. Ou les lésions de dysplasie, on risque de faire un cancer. Okay? S'il n'y a pas de lésion de dysplasie, le risque est très, très bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un continuum. Votre muqueuse, vous voyez, il y a de la muqueuse, l'œsophage, il y a eu une descente de l'estomac, c'est remonté. Vous voyez, l'épithélium par simple glissement. Hein, c'est comme un terrain qui a glissé et ça va donner ça va donner cet aspect-là, l'aspect. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer au début, on a ce qu'on appelle une métaplasie, c'est-à-dire que l'œsophage تاعكم تبدل en estomac. La muqueuse métaplasique, avec des cellules caliciformes fait place de l'œsophage, il va y avoir de la dysplasie. La dysplasie, elle va aller en dysplasie de bas grade. En bas, elle va devenir dysplasie de haut grade et ça va me donner l'adénocarcinome. Donc, vous avez vu, c'est un continuum. Il y a la métaplasie, la dysplasie de bas grade, de haut grade, on va dire l'adénocarcinome. C'est ça le problème. Donc, le diagnostic de dysplasie est histologique. Je ne peux pas répondre dysplasie que sur les aspects histologiques. Hein. L'endoscopie, elle permettra de voir l'endobrachiosophage, mais elle ne permettra pas de poser le diagnostic de dysplasie. La dysplasie, c'est l'anapathe. Il faut que le gastro fasse des biopsies multiples au niveau de cette zone et elle lui paraît comme étant une zone d'endobrachiosophage. On va rechercher de la dysplasie, ces anomalies des noyaux. Donc, imaginez-vous les terminologies. Qu'est-ce qu'on doit donner en terminologie? Soit un endobrachiosophage fait rire la métaplasie intestinale, mais sans dysplasie.
soit c'est une métaplasie intestinale avec des lésions, c'est de la dysplasie ou la machine de la dysplasie, c'est indéfini, c'est douteux. Et on va demander au gastro de rebiopsie. Soit c'est une métaplasie intestinale avec de la dysplasie de bas grade, soit c'est de la métaplasie intestinale avec de la dysplasie de haut grade, soit c'est un adénocarcinome. Vous voyez comment on classe? C'est comme ça qu'on doit classer. On doit rechercher la métaplasie et si ou non elle est associée à des lésions de dysplasie. Donc, le traitement et la surveillance, le but de la surveillance est le diagnostic précoce d'adénocarcinome et des lésions à haut risque de cancérisation, c'est-à-dire dysplasie de haut grade. C'est là où on doit surveiller réellement les endobrachioesophages parce que le risque majeur, c'est qu'il fasse un adénocarcinome. Donc, pour le surveiller, il faut faire une endoscopie et faire des biopsies multiples. C'est des biopsies qui sont envoyées à l'anapathe. Et le rythme de surveillance dépend de l'étendue et du degré éventuel de dysplasie. Après, ça dépendra de l'importance de mon endobrachioesophage et mes lésions de dysplasie. Ainsi, si la dysplasie est douteuse, le contrôle après 2 mois de traitement, on a un traitement contre les reflux, dans 2 mois une biopsie. Si c'est douteux. Et puis on va vérifier, soit ça se fasse normaliser et il va rentrer dans le cadre d'une surveillance un peu plus éloignée tous les ans, soit alors il va rentrer dans le cadre de la dysplasie de bas grade ou la haut grade. Si par contre il a une dysplasie de bas grade, je fais une surveillance tous les 6 mois, puis 1 an, puis tous les ans, la main, elle n'a pas évolué. Donc 6 mois, c'est encore l'autre 6 mois, ça fait 1 an. Tous les ans, on a une biopsie, si bien sûr ça n'a pas évolué. Mais quand si ça évolue vers une dysplasie de haut grade, je fais une nouvelle endoscopie après 1 à 2 mois de traitement. Moi, je vais traiter, mais 1 à 2 mois après le traitement anti-reflux, parce que des fois le reflux, il peut remanier les glandes. Je vais faire des biopsies, mais je vais faire des biopsies orientées, des biopsies des 4 cadrans, tous les centimètres. On va repérer. Donc, tous les centimètres, on va repérer sur un schéma. Il va faire le gastro une cartographie. À chaque niveau où il a fait les biopsies, parce que c'est à ce niveau-là, on va lui dire est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas d'adénocarcinome. Donc, le cancer de l'œsophage, la grande majorité, là, on passe au cancer. Donc, la grande majorité des tumeurs de l'œsophage qui sont malignes sont les carcinomes parce qu'il y a un épithélium. Donc, je ne peux pas avoir une autre tumeur. J'ai essentiellement des carcinomes représentés essentiellement par l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde. Parce que la muqueuse c'est une muqueuse malpighienne. Donc, je vais avoir un carcinome épidermoïde. Ou quand j'ai une métaplasie intestinale, donc un endobrachioesophage, pourquoi il se forme un adénocarcinome? Donc, le carcinome épidermoïde, c'est quoi? Donc, c'est sur la muqueuse normale et ça se voit surtout chez les Asiatiques, les shorbo, le saké, les shorbo, le thé hyper chaud. Donc, ça va altérer la muqueuse. Donc, le carcinome épidermoïde est une tumeur maligne à différenciation malpighienne. Tu bâquais la peau, voilà. Il peut se voir sur toute la hauteur de l'œsophage, c'est normal. Les principaux facteurs de risque contre comme le tabac, l'alcool, l'injection de boissons brûlantes, comme surtout l'alcool, le saké, le saké, et également l'infection HPV. L'HPV aussi intéresse l'œsophage, le 16-18. Les lésions précancéreuses du carcinome épidermoïde et la dysplasie épithéliale malpighienne, selon les séquences, même sur le carcinome épidermoïde, je peux avoir un épithélium malpighienne, il va subir une dysplasie qui met l'endobrachioesophage, il va subir une dysplasie de bas grade, on va de haut grade, on va dire un carcinome épidermoïde in situ, même il dépasse la musculaire, la limite basale, on va dire un carcinome épidermoïde infiltrant. Pour l'adénocarcinome, ça se voit sur endobrachioesophage. Il représente plus de 50% des cancers de l'œsophage. Il est en nette augmentation parce que maintenant, de plus en plus, il y a des endobrachies. Il est le plus souvent situé au niveau du tiers inférieur parce qu'il y a l'endobrachioesophage. Et puis, vous avez la séquence qui m'a prouvé la métaplasie intestinale, dysplasie bas grade, dysplasie haut grade versus carcinome in situ, mais c'est de la dysplasie haut grade et adénocarcinome infiltrant. Donc, qu'est-ce que l'anapathe doit préciser sur son compte rendu anapathe? Il doit vous donner le type histologique. Donc, si, Inch'Allah, vous terminez, vous êtes gastro, donc ce qu'on vous demande, ce que vous devez recevoir sur votre compte rendu, le type histologique. On a adénoca
ou la épidermoïde selon la classification OMS 2019. Mais selon adénocarcinémose, on précise le degré de différenciation parce qu'on va dire il est bien différencié ou la moyennement ou la peu. La troisième année de médecine pour dire qu'une tumeur elle ressemble à la muqueuse qui lui a donné au tissu qui a donné naissance quand elle est bien différenciée et quand elle est peu différenciée, elle ne ressemble pas, donc on va dire elle est peu différenciée. On va préciser s'il y a des emboles, là, qu'il y a des emboles au niveau des vaisseaux. Est-ce qu'il y a de la tumeur sur les vaisseaux? Est-ce qu'il y a un engagement périnerveux? Est-ce que les cellules tumorales ils tournent autour des vaisseaux, des filets nerveux? Le niveau d'infiltration de la tumeur, on va préciser. Est-ce que c'est infiltré la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculaire muqueuse, la musculeuse, la séreuse? Ok. On va classer ça avec le TNM, donc et on va déterminer la qualité de l'exercice, les limites qui est la tumeur. Ils aiment la limite les marches, si elles sont saines ou là. Est-ce qu'il a laissé de la tumeur sur le patient ou non? Et puis, on va déterminer le nombre de ganglions, s'ils sont infiltrés ou non. Le nombre de ganglions envahis par rapport à l'ensemble des ganglions les phytomes qui ont été prélevés sur la pièce d'œsophagectomie. Si j'ai un adénocard métastatique, je dois rechercher également par biologie moléculaire, c'est important, la surexpression et l'amplification d'HER2. L'HER2, c'est une mutation donc d'un gène. Lorsqu'il s'amplifie, si vous pouvez le déterminer par biologie moléculaire ou par immunohistochimie, ça permettra de donner aux patients une thérapie ciblée. Donc, l'HER2, on le fait pour déterminer éventuellement une thérapie ciblée chez ces patients-là. OK? Je continue. Donc, هذه هي la classification TNM تاعكم. لا ما تقولكمش حفظوها, c'est juste pour vous compreniez. T0 يعني la tumeur وبعد TIS c'est que la dysplasie les carcinome in situ حتى اللي مازال ما دخلت. T1 c'est une tumeur qui a envahi la muqueuse ou la sous-muqueuse. Plus j'avance, plus je vais aller à T4 qui a envahi les structures adjacentes. Après les cancers HADO, elle est la classification 2017. Et vous avez également les cancers qui sont dits superficiels, qu'on peut également classer, c'est-à-dire le TIS, HADA ou le T1. On peut encore les sous-classer, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Les ganglions, on va également les classer selon TNM, Mekash ou la Kayin, à la le nom, ou les méta, Mekash ou la Kayin. OK? C'est bon? On a terminé avec le sauvage, on passe à la pathologie gastrique. C'est bon? Alors, pour l'estomac, on va faire un petit rappel comme on a fait tout à l'heure. Alors, l'estomac est un organe qui est musculaire, c'est une poche qui permet de modeler et de pétrir l'alimentation. Elle se situe dans la partie supérieure de l'abdomen. Il y a 4 régions. Alors, comme tout d'abord, c'est le cardia. C'est la partie initiale, le cardia. Le fundus, c'est la partie qui rebombe, c'est la partie arrondie, située à gauche du cardia. C'est le fundus. Le fundus, comme l'antre. L'antre, c'est la partie. Alors, le fundus, vous avez vu, c'est la partie qui fait. Après, comme l'antre, c'est la partie inférieure de l'estomac, c'est toute cette partie inférieure de l'estomac. Et le pylore, c'est la partie qui débouche dans le duodénum. La petite partie, le duodénum, c'est le pylore. Sur le plan histologique, il y a 5 uniques. La muqueuse, la musculaire muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la sous-séreuse. Mais la muqueuse, il y a un épithélium qui est cylindrique mucineux apolapical fermé. L'épithélium il faut. Ou soit des glandes qui sont contournées. Quand elles sont contournées, elles sont ramassées. Le cardia ou la flantre. L'aspect contourné des glandes, soit elles sont tubuleuses et rectilignes qui mettent forme de la le fundus. OK? Alors, on commence par les lésions inflammatoires, les gastrites. C'est quoi la définition de la gastrite? La gastrite, c'est une définition histologique. C'est-à-dire que le gastro, le patient une gastrite, ça peut être un néo, là, ça peut être autre chose. C'est l'anapathe qui peut déterminer qu'il s'agit bien d'une gastrite. La gastrite, c'est de l'inflammation. Il s'agit de lésions inflammatoires de la muqueuse gastrique. Alors, on a certaines gastrites qui sont des gastrites qui touchent préférentiellement par rapport à l'autre. Par exemple, au niveau du fundus, comme surtout des gastrites auto-immunes. Alors qu'au niveau de l'antre, c'est surtout les gastrites à Helicobacter pylori. Parce que certaines pathologies sont plus fréquentes dans un endroit que par rapport à un autre.
Pour porter un diagnostic de gastrite, il est recommandé de faire au minimum 5 biopsies gastriques pour la napata, 2 biopsies ديروها في الفندus ou 2 biopsies يديروها في l'antre ou une biopsie de l'angle de la petite courbure. Vous avez vu, je confirme réellement qu'il y a une gastrite. De préférence tous les fragments les درناهم deux في الفندus نديرهم في الفلاكون deux entre ندير في الفلاكون وواحد في تاع l'angle de la petite courbure ندير flacon, c'est-à-dire ما خلطهمش, je les mets pas dans un même flacon mais je les mets dans des flacons différents. وعلاه si j'ai un cancer je saurai où est-ce qu'il est mon cancer. Si j'ai une lésion, je sais où est-ce qu'elle est ma lésion. Peut-être le fundus me fait ou peut-être le fundus il subit une métaplasie entrale, donc je suis obligée de les séparer. Alors, la classification de Sidney, ce qu'on appelle le Sidney system, c'est une classification de ces infections ou ces gastrites. Donc, d'une part, on va déterminer, donc l'endoscope, il va te déterminer la topographie et la description des lésions. Mais c'est l'anapathe qui va te classer à le Sidney system. Donc, ils vont classer à la ouest. D'abord, on va classer l'atrophie. Soit c'est normal, soit les glandes souffrées commencent à disparaître jusqu'à presque il n'y en a plus. On connaît atrophie légère, modérée, sévère. Soit on va également classer l'infiltrat inflammatoire. نبداو بهذا l'infiltrat mononucléé. هذا c'est à l'état normal, هذا léger, هذا modéré, هذا sévère. Les polynucléaires, هنا ما كاش, هنا كاين à l'état légère, modéré, sévère. Et puis voilà. Et puis vous avez également, on doit préciser s'il y a ou non de la métaplasie. Métaplasie, c'est que vos cellules, la métaplasie, c'est quoi? C'est la transformation d'une cellule en une cellule normale, mais anormale par sa situation. C'est une métaplasie intestinale, c'est-à-dire qu'on aura des cellules qui vont produire de la mucine, mais c'est de la mucine à pH acide, hein, ce n'est pas pH neutre qui met l'estomac. Donc, les gastrites, il y a deux types de gastrites. Il y a une l'aiguë et il y a la chronique. L'aiguë, c'est généralement des infectieuses, parasites et hermicosiques, ou la suite à prise de produits caustiques, notamment tous les produits caustiques, les détergents, ou encore les gastrites alcooliques. Sinon, elles sont chroniques. Les plus fréquentes, c'est l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui entraîne des gastrites qui est très répandue un peu partout dans le monde, mais également très, très fréquente dans les populations. Vous avez également la gastrite chronique atrophique auto-immune. Ce sont des maladies auto-immunes. On va voir la maladie de Biermer et la gastrite granulomateuse. La gastrite aiguë sont des gastrites avec une symptomatologie très bruyante, des douleurs, de l'hémorragie. C'est très foudroyant et que d'emblée. À l'endoscopie, vous avez un aspect érythémateux congestif ulcéré. Et les histologies communes, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être un parasite, ça peut être un champignon, ça peut être les produits caustiques, alcooliques, tout ce qu'on vient de voir. Donc, c'est généralement la gastrite aiguë, mais il dit que la biopsie, le gastro. Il fait le traitement, mais des louches biopsies. C'est dans les gastrites chroniques où on va faire des biopsies, hein, parce que ça traîne. Donc, la gastrite Helicobacter est la plus fréquente. C'est une bactérie qui va se transmettre par voie oro-orale. C'est très fréquemment par cette voie-là. Et elle est intrafamiliale parce que dans la famille, on utilise la même cuillère. Elle se voit souvent sur l'enfant et c'est surtout à la petite enfance parce que la maman, elle va prendre, elle dit que la tétine, elle va la mettre dans sa bouche en croyant qu'elle la nettoie, mais elle va lui injecter encore plus de l'HP qu'elle a déjà la mère. Donc, l'infection de l'estomac par HP provoque toujours une gastrite au moment de l'infection. Il s'agit d'une gastrite au début aiguë, parce qu'elle est au début aiguë. Mais puisqu'elle va traîner dans le temps, elle va devenir chronique. Donc, au début, elle est asymptomatique, mais fait le hash. Mais plus elle va traîner dans le temps, plus elle va devenir symptomatique. Hein. Et donc, elle va donner des lésions de gastrite qui vont devenir atrophiques. Donc, les glandes, elles vont disparaître. L'HP s'installe partiellement dans l'antre, préférentiellement. Au début, l'HP, il adore l'antre. Donc, il va aller dans l'antre. Hein. Et ça va donner des complications. Parmi ces complications, vous avez l'ulcère duodénal, l'ulcère gastrique, le cancer de l'estomac, l'adénocarcinome comme pour l'endobrachiosophage sur métaplasie intestinale. Et il va donner également lymphome de type MAS, lui,
les gastrites chroniques, elles entraînent une hyperplasie du tissu du maltaki, c'est-à-dire tout le tissu lymphoïde qui vient avec l'estomac. Avec le tissu lymphoïde, sous l'effet de l'infection Helicobacter pylori, il va s'activer à un moment donné, ça va donner un lymphome. Donc, comment mettre en évidence cet HP? L'Helicobacter pylori, il faut mettre les petits bâtonnets comme des petites saletés. Comme sur le Wharton Story, c'est une coloration spéciale, on les voit très bien. Donc, on peut les voir à la cheveux difficilement, mais là, on est habitué à les voir. On peut voir des petites formations comme ça éosinophiles. Mais si on a des difficultés, on va faire des colorations spéciales. Parmi ces colorations spéciales, le violet de Crésil, vous avez le Guillaume Salon, c'est un Guillaume Salon modifié ou Guillaume Salon. Comme le Wharton Starry, ça aussi, c'est une coloration spéciale, c'est une coloration argentique qui met en évidence. Donc, il va mettre en évidence cette bactérie qui est spiralée, sinueuse, tu vois, un peu recourbée. Et qui flotte dans le mucus. En surface du mucus gastrique, en surface, les cris. Il faut savoir qu'il va éviter l'hélicobactère de se retrouver dans les zones de métaplasie intestinale. Il n'aime pas le pH acide, il préfère le pH neutre. C'est un endroit où il se cache derrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un des hélicobactères pylori. Donc, j'ai une infection. Ça va me donner une gastrite aiguë, on est d'accord. La gastrite aiguë, si je la laisse évoluer, elle va donner une gastrite chronique. Après, ça dépend. Soit cette gastrite chronique, je vais avoir une hypersécrétion acide. Ça va me donner une ulcère duodénale parce que ça peut m'entraîner une hypersécrétion acide. Soit ça va donner une gastrite chronique stable, c'est-à-dire le malade, il arrive à supporter cette gastrite, elle cicatrise et elle disparaît. Soit ça va me donner une gastrite chronique atrophique, c'est-à-dire mes glandes, elles vont disparaître. Sur l'atrophie, je vais avoir de la métaplasie, donc un risque énorme de faire un cancer. Soit ma gastrite chronique, elle va me développer mon tissu lymphoïde, le MALT-acquis, c'est-à-dire le tissu lymphoïde qui est associé à mes muqueuses gastriques. Et ça finira par me donner un lymphome. Il évolue l'hélicobacter pylori. OK? La gastrite chronique auto-immune. La gastrite chronique auto-immune est une gastrite avec un infiltré lymphoplasmocytaire et une atrophie. Surtout l'atrophie, elle est progressive, mais on va trouver une atrophie qui va devenir complète quand le malade évolue. Elle est d'origine auto-immune, donc il y a présence des anticorps sériques qui sont dirigés contre les cellules pariétales et contre le facteur intrinsèque. Donc, il y a une notion d'auto-immunité chez les patients avec une notion de diabète, de type 1, de thyroïde et de vitiligo. Donc, on le voit fréquemment chez la femme de 50 ans, mais on le voit aussi chez les hommes, mais plus fréquente chez la femme. La destruction, comme c'est une maladie auto-immune, c'est des anticorps qui vont détruire les cellules pariétales. Comme elles vont détruire la cellule pariétale, il y aura une achloridrie. Donc, elles produisent, donc il y aura une achloridrie et donc une absence de facteurs intrinsèques. Donc, il n'y aura pas le facteur intrinsèque qui permet de capter la vitamine B12 qu'on ramène par l'alimentation. Donc, il y aura une carence en vitamine B12. La chloridrie va provoquer par réflexe une hypergastrinémie réactionnelle. Cette hypergastrinémie va entraîner une prolifération parce que pour eux, le problème, on a une cellules entérochromaphile. Donc, ils vont proliférer et donc, je vais avoir des cellules endocrines. C'est ce qu'on appelle une hyperplasie des cellules entérochromaphiles-like. Donc, histologie. Qu'est-ce qu'il va y avoir fait de la gastrite auto-immune? Il y aura une destruction des glandes phendiques. Qui tu vois avec de la muqueuse, mais comme fendus, c'est des colonnes. Elle aura tendance à ressembler à de l'antre. Il y aura ce qu'on appelle une métaplasie de type antral. C'est une antralisation, c'est-à-dire comme de l'antre. Donc, les glandes, elles vont disparaître, les glandes qui portent les cellules pariétales. Les glandes, elles disparaissent. Il y aura une métaplasie, c'est l'antre. Il y aura une métaplasie intestinale. Tu vois des cellules caliciformes, c'est la métaplasie intestinale. C'est des cellules qui produisent de la mucine acide. Et sur ça va commencer à se greffer la dysplasie et le cancer. Et on peut avoir également, au niveau des cellules entérochromaphiles qui persistent, une hyperplasie et elles peuvent donner des hyperplasies. Elles peuvent donner un cancer de type neuroendocrinien. OK? C'est la gastrite auto-immune. La gastrite granulomateuse, c'est la présence de granulomes. C'est le granulome épithélo-gigantocellulaire. La cause est multiple. Maladie de Crohn, tu peux une gastrite granulomateuse. Granulome, c'est ce que tu vois هنايا ولا هنا ولا هنا. Les granulomes fait cellules épithéliales, cellules géantes. La sarcoïdose, la tuberculose, même l'hélicobacter est comme une gastrite.
à granulomatose. Même une gastrite à Helicobacter pylori. Toutes les parasitoses, les mycoses, les corps étrangers. On peut même avoir une tuberculose. Même la syphilis. La cause est fréquemment non identifiée. Généralement, on n'arrive pas à voir. Parce que nous voit l'agent pathogène. Mais il faudra faire des colorations spéciales. Par exemple, pour la tuberculose, on dit la coloration de ZL. Pour les candidoses, on dit l'OPAS. Pour l'Helicobacter pylori, on dit le DMSAN modifié. Mais si toutes les colorations n'ont rien donné, on n'a pas pu mettre en évidence l'agent pathogène, on peut avoir des formes qui sont dites idiopathiques, des granulomes, mais même la cause. Alors, l'ulcère gastrique et duodénal, l'ulcère, une perte de substance, c'est trop bas, c'est un trou. Atténuer la musculeuse, je vais perdre la muqueuse, je vais arriver jusqu'à la musculeuse. La cause la plus fréquente des ulcères gastriques ou duodénal, c'est l'HP, l'hélicobactère ou la prise d'anti-inflammatoires. Qui est besoin des anti-inflammatoires, ça donne des ulcères. Alors, on avait dit que l'HP, il aime l'antre. Mais on peut le retrouver également dans le fundus, mais où il préfère l'antre. Donc, l'infection antrale entraîne une hypergastrinémie, une hyperchloridrie qui pourra provoquer des lésions. Qui fait l'ulcère? Parce que l'Helicobacter pylori, il m'a entraîné une hypergastrinémie. Qui dit hypergastrinémie dit hyperchloridrie. Donc, il y a trop d'acide dans l'estomac. Donc, ça va donner des lésions au niveau de l'estomac à type de bulbite ou même de l'acidité et ça va me donner un ulcère duodénal. Après, il y aura une atrophie de la muqueuse antrale qui apparaît avec une achloridrie et installation. On va combien une atrophie, une achloridrie, l'hélicobactérien, le fundus, il va se cacher au niveau du fundus et ça devient une pangastrite, c'est-à-dire une gastrite généralisée aussi bien au niveau de l'antre qu'au niveau du fundus avec des ulcères gastriques. Alors, il faut savoir que l'ulcère duodénal n'est jamais un cancer et il ne cancérise pas, alors que l'ulcère gastrique peut correspondre à une lésion cancéreuse ulcérée et l'ulcère chronique gastrique peut être cancérisé, donc on peut s'inquiéter. Donc vous voyez, ça a une étude comparative entre l'ulcère duodénal et l'ulcère gastrique. Si le duodénum, si l'endoscopie montre un ulcère duodénal, il faut faire des biopsies gastriques. Il ne faut pas faire une biopsie, ce n'est pas très intéressant. C'est surtout faire une biopsie gastrique pour faire le diagnostic d'une gastrite HP, parce que c'est la gastrite HP qui m'a donné une ulcère duodénal. Et où est le problème? Il faut que je traite ma gastrite HP pour que l'ulcère duodénal est là. Il n'est pas nécessaire de faire des biopsies au niveau duodénal. Il n'est en généralement pas nécessaire de faire des contrôles endoscopiques comme un ulcère gastrique. Par contre, si j'ai un ulcère gastrique, il faut faire des biopsies gastriques parce que le risque majeur, c'est de trouver un adénocarcinome ou un lymphome. Et il faut faire après biopsie, après traitement, il faut faire des endoscopies de contrôle avec des biopsies de contrôle. On doit savoir si l'ulcère gastrique a été traité ou là, parce que c'est réellement facteur de risque d'un cancer gastrique. Alors, les cancers de l'estomac, il faut savoir que c'est un gros problème de santé publique parce que quand vous opérez un patient, c'est très, très, très lourd. Ça représente le 4e rang après le poumon au sein colorectal, donc c'est la 4e position. C'est la 2e cause de mortalité par cancer parce qu'il est très grave, très lourd et le pronostic est assez péjoratif parce qu'on a une survie de 10 à 20% sur 5 ans, donc ce n'est pas énorme. Donc, le rôle du pathologiste, c'est quoi? C'est d'une part de dire qu'il y a un cancer, mais aussi de rechercher qu'est-ce qui a provoqué ce cancer. Donc, de rechercher l'infection H. pylori, de rechercher les lésions précancéreuses, parce qu'on peut mettre des cancers, des lésions de dysplasie bas grade, haut grade, in situ, tel carcinome. Après, sur pièce opératoire, sur biopsie, parce que biopsie, même faire le diagnostic du cancer sur biopsie, mais sur pièce opératoire, on va réellement retrouver le cancer. On va évaluer la qualité de qui même pour l'œsophage, évaluation de la qualité de l'exérèse, est-ce que les limites de l'estomac sont bonnes, et on va faire le staging PTL. Mais également, il faudra rechercher cette mutation HER2 qui a un impact pour l'adénocarcinome sur endobrachiosophage. L'HER2, il a un impact très important sur la prise en charge de ces tumeurs-là parce qu'il y a une thérapie ciblée. Alors, les autres cancers, donc quels sont les cancers de l'estomac? Principales tumeurs malignes sont les tumeurs épithéliales, l'adénocarcinome, les lymphomes, les tumeurs stromales et les tumeurs non endocrines. Les tumeurs épithéliales,
Donc adénocarcinome, qu'on retrouve au niveau de l'épithélium. Les lymphomes, parce qu'ils se développent à partir des cellules épithéliales, les lymphomes à partir du tissu lymphoïde. Les tumeurs stromales, on ne connaît pas réellement leur origine, c'est à partir d'une cellule, c'est une cellule stellaire, on pense que c'est une cellule immature, et les tumeurs endocrines. L'adénocarcinome, c'est de loin le plus fréquent. Si j'ai un cancer flestoma, c'est un adénocarcinome. Il représente 90% de l'ensemble des cancers. Hein. À part et on l'a vu, il y a toujours de lésions précancéreuses. Tout d'abord, comme gastrite chronique atrophique, Helicobacter ou la automine, je m'en fous. Gastrite chronique atrophique. Puis métaplasie intestinale, dysplasie, adénocarcinome. Il s'associe généralement à des ulcères gastriques chroniques. Alors, comme il faut faire des biopsies multiples, faire des zones d'ulcères gastriques. Également, ça peut être un polype adénomateux. Vous allez les lire, voir la prochaine fois les polypes adénomateux. Ils peuvent se retrouver flestoma et être des lésions précancéreuses. Ou encore une maladie de Ménétrier, c'est une gastrite hypertrophique. Le diagnostic de tumeur de l'estomac peut se faire que lorsque le gastro vous a fait de bons prélèvements au pathologiste. Il fait au minimum 8 à 10 prélèvements pour que le pathologiste ait assez de matériel pour répondre. Hein. Donc, comme l'aspect ulcéré, l'aspect polypoïde, l'aspect même juste surélévation. Il y a une ulcération avec les plis qui vont converger vers la zone d'ulcération. Là, il y a l'ulcération. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, la classification OMS, qui m'a mobilette pour l'œsophage, je précise l'adénoca, ok, parce que comme il n'y a que des adénocas, on s'en fout des variantes, mais dans le détail. Adénoca, là pour nous c'est important, mais tout le monde pour l'adénoca. Adénoca, on va déterminer le degré de différenciation. Il est bien différencié. Si plus de 90%, c'est des glandes, des structures glandulaires, de Weyrat. Moyennement différencié, si je perds les glandes antérieures entre 50 à 90%, c'est-à-dire que le reste, ça peut être des amas cribriformes trop baies. Ou la peut différencier si j'ai très peu de glandes, moins de 50%. Hada adénocarcinome, vous voyez, j'ai que des glandes, il est bien différencié, je reconnais mes glandes. L'année, il commence à être moins bien différencié, je commence à avoir un aspect un peu cribriforme, en massif. L'année, il est peu différencié, mais je comme les glandes, hein, c'est des cellules isolées, j'ai plus de glandes. Alors, il y a une variante particulière que vous devez connaître, c'est la linite gastrique. La linite gastrique, qui est appelée également linite plastique, est une forme particulière d'adénocarcinome. Hein, mais c'est un adénocarcinome de très mauvais pronostic. Heureusement, il n'est pas fréquent, il ne représente que 7% de l'ensemble des cancers. Voilà, parce qu'il est fait de stroma squirose, ma fibro, et des cellules isolées. Et du des cellules isolées, hein, c'est des cellules qu'on appelle des cellules en bague à chaton. Ça fait comme une bague avec cytoplasme ou noyau refoulé en périphérie. Hein. Il faut savoir que cette forme-là, il faut la diagnostiquer. C'est très difficile parce que des fois, il y a des biopsies. Comme la muqueuse Milfouk, elle apparaît un peu assez régulière. Hein. Il n'y a pas d'ulcération, il n'y a pas de polype, de bourgeons. Donc, il dit la biopsie, les cellules, elles ont tendance à être en profondeur. Donc, des fois, c'est difficile d'arriver à biopsier cette cellule tumorale. Donc, le principe du traitement de tous ces adénocarcinomes est l'exérèse chirurgical. Hein. On enlève l'estomac, mais on doit enlever également le curage ganglionnaire. On doit avoir au moins 15 ganglions. Donc, qu'est-ce qu'il doit vous donner le pathologiste? Il doit vous dire quel type de gastrectomie, de gastrectomie totale, partielle, où est-ce qu'elle siège la tumeur, le fundus, flore, le pylore. Le type histologique, est-ce que c'est un adénocarcinome, est-ce que c'est un lymphome? Bon, quand généralement c'est un adénocarcinome, quand c'est un adénocarcinome, il faudra dire s'il est bien, moyennement, on peut différencier. Après, des fois, il y a des patients à qui on a donné de la radiothérapie ou de la chimiothérapie préopératoire. Il faudra dire si le traitement adjuvant a eu une bonne réponse. Est-ce qu'il reste beaucoup de glandes tumorales ou là. Le niveau d'infiltration de la tumeur, quel est mon problème? Je vais déterminer où est ma tumeur, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculaire muqueuse, la musculeuse, l'adventice. Et
je vais voir également mes ganglions. Je vais les prélever à 15. Et je vais mettre le nombre de ganglions infiltrés sur le nombre de ganglions prélevés. Après, je vais faire ma classification en TNM. Je vais chercher s'il y a des emboles vasculaires, s'il y a des engagnements périnévraux. Vous avez vu qui met l'œsophage, qui met le côlon. Hein, c'est la même chose. Hein. Et je fais également la qualité d'exérèse, mes limites. Est-ce que mes limites, elles ont été élevées en totalité? Mes limites, elles sont saines? Ou là, est-ce que j'ai laissé de la tumeur au niveau de mes limites, et il faudra que je retraite, je irradie ou là, je réopère mon malade. Quand j'ai terminé, je dois déterminer le profil HER2. HER2, je vous ai dit, est très important. Il a un intérêt pronostique et prédictif thérapeutique. Je dois déterminer par immuno, j'utilise un anticorps anti-HER2, en immunopositif, ou là, j'utilise la fiche ou la SICH, c'est la biologie moléculaire. Alors, le marquage est membranaire. Lorsqu'il est total, pour le score 3, il est positif. Lorsqu'il est de score 2, on est obligé de passer à la biologie moléculaire. On peut passer d'emblée, mais des fois, l'immuno, elle nous aide beaucoup, elle ne coûte pas très cher. Au lieu de passer d'emblée, si vous avez le score 3, c'est bon. Hein. Mais si vous avez le score 2, vous êtes obligé de passer à la biologie moléculaire parce qu'on ne traite que les scores 3. Les patients qui sont de score 3, ils bénéficient d'une thérapie ciblée à type de trastuzumab. C'est une molécule de chimiothérapie. Alors, les lymphomes gastriques de l'estomac, ils vont se développer à partir de ce tissu lymphoïde qui est associé aux muqueuses, ce qu'on appelle mucosa associated lymphoid tissue ou tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Ce lymphome, c'est un lymphome qui n'est pas ganglionnaire mais qui est extraganglionnaire. L'estomac, il est le plus souvent de bas grade et il évolue doucement. Hein. Il est généralement suite à une gastrite à Helicobacter pylori, on l'a vu. Et on aura un lymphome qui portera le nom de lymphome de type MALT parce qu'il est fait de ces cellules du MALT. Mais on peut avoir également un lymphome qui va se transformer et qui va me donner un lymphome B diffus à grande cellule, parce que c'est des cellules de taille modérée. Le diagnostic se fait à l'endoscopie, bien sûr, suite à des biopsies, parce que sinon, monsieur, à la fin, il faut que c'est les biopsies qui vont, l'anapathe qui va vous dire est-ce qu'il y a des adénocarcinome ou est-ce que c'est un lymphome. Donc, l'examen des biopsies donnera le diagnostic de lymphome, puis il va typer ce lymphome. Est-ce que c'est un lymphome type MALT? Est-ce que c'est un lymphome à grande cellule diffus, diffus à grande cellule? Et il va déterminer les raisons associées. Est-ce qu'il y a un Helicobacter pylori ou le MANDIS? C'est important parce que des fois, vous traitez l'Helicobacter pylori dans le lymphome type MALT et le lymphome, il disparaît. Alors, lymphome à petites cellules de type MALT, c'est quoi? Quasiment toujours associé à une infection Helicobacter comme une infection H. pylori. Il est caractérisé par un infiltrat de cellules lymphoïdes que tu vois, c'est des cellules de taille moyenne, ils boulent centrocytes et elles sont à l'immuno, elles viennent CD20+, CD79 alpha+, et BCL2+. Donc, elles prennent les marqueurs. Généralement, ce sont la prolifération de cellules lymphoïdes et elles s'associent à des lésions lymphoépithéliales. Elles vont grignoter les glandes et ça va donner des moitiés de glandes. On appelle ça des lésions lymphoépithéloïdes. Et si on laisse un lymphome de type MALT évoluer dans le temps, il peut progresser et m'en donner un lymphome B diffus à grande cellule de haut grade. La tumeur stromale. Alors, la tumeur stromale, c'est une tumeur qui est conjonctive. C'est une tumeur qui se trouve au niveau de l'estomac. Elle est généralement à partir de la musculeuse et elle pousse ce qui va donner l'aspect bombé de la muqueuse. Généralement, elle est rarement associée à une neurofibromatose ou encore à une mutation du gène KIT. Comme elle refoule la muqueuse, et des fois, qui dit la biopsie, elle la muqueuse, donc la tumeur, et ça va être difficile de répondre tumeur stromale pour le pathologiste. Hein. Donc, les biopsies sont souvent négatives. Il faut que ça soit une biopsie profonde. Il faut qu'il traverse quand même la lésion. OK? Donc, sur le plan histologique, c'est une tumeur à cellules fusiformes. Parfois, ça prend un aspect épithéloïde, mais c'est généralement comme ça des cellules fusiformes. Et à l'immunohistochimie, c'est des tumeurs qui prennent CD117. Regard positif. نشوفوا une tumeur à cellules fusiformes, ندير CD117 ونديروا لها surtout DOG1 هذايا. Bon, là, c'est muscule mais DOG1 et CD117. C'est ceux qui sont faits le plus souvent. Hein. Et pour déterminer son grade, on va s'arrêter sur la taille de la tumeur, mais également sur le nombre de mitoses. Hein. Généralement, ce sont des tumeurs de faible grade.
Donc, pour la grader, la tumeur stromale, pour la grader, c'est sur la taille de la tumeur qu'on va mesurer en macroscopie et sur l'index mitotique qui va nous permettre aussi de la classer. On termine par les tumeurs neuroendocrines gastriques. Ce sont des tumeurs qui ils vont exprimer les marqueurs neuroendocriniens, c'est-à-dire la NSE, la synaptophysine, la chromogranine. Donc, c'est une tumeur neuroendocrine à partir des cellules endocrines. Dans l'estomac, les tumeurs neuroendocrines peuvent être associées soit à une gastite chronique atrophique, comme la maladie auto-immune, la maladie de Biermer, où il y a une disparition des cellules entérochromaphile-like, et par une hypergastrinémie réactionnelle, ça va stimuler les cellules entérochromaphile et il y aura une hyperplasie de ces cellules endocrines. Elle peut également s'associer en dehors de la maladie auto-immune à une néoplasie endocrinienne multiple de type syndrome de Zollinger-Ellison où on a une tumeur qui est le gastrinome et ça va nous donner ce qu'on appelle les maladies neuroendocrines multiples. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a de la prolifération neuroendocrinienne. Dès qu'on a une prolifération, on sait que c'est une tumeur neuroendocrine. Après, on va la classer avec cette nouvelle classification à AMS 2019. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire? Soit on va dire tumeur neuroendocrinienne de grade 1 ou la grade 2 ou la grade 3. C'est-à-dire que ce sont des tumeurs qui sont bien différenciées. Et qu'est-ce qui va nous permettre de les classer? C'est le nombre de mitoses. Si j'ai moins de mitoses, je la classe grade 1. Entre 2 et 20 mitoses, je la classe grade 2. Et plus de 20 mitoses, je la classe grade 3. Je peux m'aider également du CAI. Le CAI aussi, s'il y a moins 33%, entre 3 et 20% et entre plus de 20%. Donc, c'est les tumeurs endocriniennes de bas grade, de grade intermédiaire et de haut grade. À l'accepte le nombre de mitoses, je peux les classer. Et vous avez également à côté de ces tumeurs endocriniennes bien différenciées, les carcinomes neuroendocriniens à petites cellules qui sont peu différenciées et qui sont, eux, de haut grade. Après, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est des carcinomes. On a toujours plus de 20 mitoses. Vous avez plus de 20 mitoses et que vous avez un aspect indifférencié, la tumeur neuroendocrinienne, je ne le classe plus dans les tumeurs neuroendocriniennes, mais dans les carcinomes neuroendocriniens. OK? Et vous avez ce qu'on appelle les minènes. Les minènes, ce sont des tumeurs qui associent des tumeurs non-endocriniennes et des adénocarpes. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. C'est une tumeur mixte associant des tumeurs non-endocriniennes, mais avec un pôle qui exprime les anticorps neuroendocriniens et un autre pôle qui exprime la mucosécrétion, donc l'adénocarpe. Mais les minènes, ce n'est pas le plus important. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Docteur. Oui. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre métaplasie et dysplasie? Alors, la métaplasie, c'est la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, mais anormal par sa situation. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'estomac, l'antre, a une muqueuse de type plutôt une muqueuse de type fundique. Si tu as de type entrale, ça c'est la métaplasie. Mais il n'y a pas d'anomalie fiha. C'est-à-dire qu'elle ressemble à de l'antre, mais elle est anormale par sa localisation. Elle était censée être dans l'antre, je vais la retrouver au niveau du fundus. C'est ça la métaplasie. Alors que la dysplasie, c'est des anomalies. C'est là où vous commencez génétiquement à acquérir des anomalies au niveau du noyau. C'est des anomalies génétiques qui vont aller vers le cancer. C'est une anomalie. C'est-à-dire la dysplasie, c'est des anomalies du noyau qui vont intéresser soit les couches inférieures, et dysplasie bas grade, soit la totalité de l'épaisseur de votre épithélium, et vous parlez de dysplasie de haut grade. C'est la différence entre dysplasie et métaplasie. Merci, docteur. De rien. D'autres questions? Alors, pourquoi on cherche HER2 dans l'adénocarcinome? Dans l'adénocarcinome, pourquoi on cherche HER2? Parce que
parce que c'est surtout un adénocarcinome avec endobraque et œsophage, on cherche HER2 parce qu'on va donner une chance au patient. Quand il est muté à de l'HER2, il y a une thérapie ciblée. Donc, on peut lui donner une chimiothérapie. Alors que s'il n'est pas muté, vous n'avez plus d'autres armes. Vous donnez une gastrectomie, vous donnez un protocole chimio standard où là, il n'a pas répondu, vous ne pouvez plus rien faire. Alors que s'il y a de l'HER2 muté, il y a un traitement à type comme avec trastuzumab. Voilà. Et il constitue un facteur pronostic important. Hein. Et s'il est muté, il peut subir une thérapie. S'il n'est pas muté, bah, vous ne pouvez rien faire. Généralement, l'HER2, il va vous aider dans la thérapie. OK, donc c'est bon pour l'HER2. D'autres questions? Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? C'est bon? On a terminé? On laisse l'autre collègue faire le cours si vous n'avez pas de questions. Sinon. Docteur, si vous... Oui. Les gistes, les tumeurs gistes, elles sont considérées comme bénin et malin ou là, juste malin? Alors, les gistes, on ne les classe pas bénin et malin. Les gistes, c'est des classifications. Et il y a faible risque, risque intermédiaire et haut risque de récidive. Les gistes, on n'a pas la même classification pour dire bénin et malin. On a des critères. On va voir la taille, on va voir le nombre de mitoses. Contre la taille et le nombre de mitoses et selon la localisation, parce qu'on a le conflit stoma, mais la giste, le colon, plutôt filéon, même le colon. Donc, ce n'est pas juste la localisation au niveau gastrique. Donc, selon sa localisation, selon sa taille et selon le nombre de mitoses, je vais dire c'est une giste à faible risque de récidive ou là à haut risque de récidive. Donc, on ne parle pas le même langage que pour l'adénoca pour dire tumeur bénigne. Ce n'est pas une tumeur bénigne, ce n'est pas une tumeur maligne, c'est des tumeurs avec des risques de récidive. OK? Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. C'est bon? Alors, il est quelle heure? Il est 14h22. Je vais voir la collègue si elle peut démarrer maintenant, comme ça vous êtes libérés plus tôt. C'est pas mieux? Vous voulez pas que je voie la collègue si elle démarre maintenant son cours et que vous terminez? Ou là, vous voulez vous reposer et reprendre avec elle à 15h30? C'est mieux de commencer maintenant. Oui, c'est mieux de commencer maintenant. C'est mieux de commencer maintenant? Oui. Si vous voulez, d'accord. Je ne sais pas si elle est connectée. Je ne sais pas si vous lui avez envoyé le lien. Je ne sais pas si vous lui avez envoyé. Attendez, je vais essayer de voir, l'appeler. Allô, oui, docteur Tax, vous êtes préparé dans un moment, donc elle va se connecter.